Bonjour à tous, c'est Koburi17. Bienvenue sur ma chaîne et ma toute première vidéo YouTube. Désolé si la qualité n'est pas au rendez-vous, je vais essayer de m'améliorer, mais j'aimerais bien être sponsorisé par Eco+, du coup, faut pas trop que je fasse des trucs trop stylés. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter le deck que j'ai joué lors de l'Open d'Angers, qui était un tournoi avec plus de 1000 personnes, qui a eu lieu ce week-end et où j'ai fini 118e avec 7 victoires et 3 défaites. Tac. Paf. Je vais donc vous présenter le deck en commençant par le héros. Pour ceux qui ne connaissent pas Traisterosom, c'est un héros de la faction Axiom qui dit « Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, je gagne un compteur ferraille et si j'en ai 5, je peux m'incliner pour piocher une carte puis mettre une carte de ma main en réserve. » La première fois que j'ai vu le héros, je n'avais pas compris que les compteurs ferraille ne disparaissaient pas et donc je pensais que le héros était nul, mais en fait il est trop cool. Du coup, pour Angers, mon premier choix à la base c'était Kojo, mais à la dernière minute j'ai dû prêter mon deck Kojo et du coup je suis repassé sur Traced en me disant que c'était un deck que je voulais quand même jouer, même si j'avais peur de ses faiblesses dont je vais vous parler maintenant. Donc Traced, c'est un héros qui est très agressif et qui a beaucoup de bons match-up, donc ça peut battre Sigismar, ça peut battre Fen, ça peut battre Teja, mais ça a un match-up qui est Doomed, c'est le titre de mon deck, c'est Waru. Donc contre Waru, c'est quasi impossible de gagner, faut juste prendre une pause café et concede la game. Mais sinon, c'est vraiment un bon deck dans un premier tournoi où on ne sait pas trop ce qu'on affronte. Je trouvais que le deck a beaucoup de force. Je vais vous montrer les statistiques du deck. Donc vous pouvez voir ici que on a beaucoup de force en montagne. Donc la montagne, ça vous gagne. Dès qu'on est sur des biomes montagne, on sait qu'on peut prendre la lane. Et surtout, si vous voyez la curve, beaucoup de drop 1, de drop 2. Et surtout, il faut principalement regarder les réserves parce qu'on va jouer que de la réserve quasiment. Donc, quasiment tout est de cost 1 ou cost 2 de la réserve, à part 5 cartes, dont 2 de mes uniques. La seule carte à 3 de la réserve, c'est Athéna, dont je parlerai plus tard. Et sinon, de la main, les 4 costs et les 5 costs, on les jouera quasiment jamais de la main. On va jouer que des 1, 2 drop. Parfois la 3, je me souviens plus qui coûte 3, mais on va regarder ça tout de suite. En type, il n'y a que 3 sorts, donc en fait les sorts c'est ce que vous voulez pas ravitailler. Donc, quand vous ravitaillez, vous mettez votre top deck en réserve et la pire des situations c'est de ravitailler les sorts, donc il n'y en a que 3. Les permanents sont ok, mais on veut surtout des personnages pour bénéficier des synergies qui va avec le deck. Du coup, je regarde vite fait ce qui coûte 3. Ah oui, Amelia, donc oui, non. Il y a Inari qui coûte 3 de la main, mais Amelia, on la joue jamais de la main, donc quasiment tout le deck coûte 1 ou 2 de la main, et quasiment tout le deck coûte 1 ou 2 de la réserve. Je vais vous présenter les cartes en commençant par les rares. Donc la première rare et le must-have, c'est le Havre Bastion Bravos. Cette carte, c'est juste une carte insane pour le deck. Tous les decks Bravos la jouent, voire même les decks Bravos, j'ai dit Bravos, c'est Axiom, pardon. Tous les decks Axiom la jouent, et même les decks Bravos la jouent aussi. Pourquoi ? Parce que ça permet de ravitailler et ça fait des stats énormes. Je vous invite à consulter le nombre de stats que cette carte a donné au cours de la game. Vous verrez que pour 2 de stats, ça fait beaucoup de... Pour 2 de mana, ça fait beaucoup de stats. Et surtout, en fait, comme ça ravitaille en flèche, si votre adversaire gère ce permanent, ben, il a déjà fait son effet de ravitaillement, donc c'est déjà cool pour 2 d'avoir ravitaillé. Et si en plus il gagne des boosts, ben, il donne des boosts, ben, c'est tout bonus. Comme on est limité à 3 exemplaires par deck, ça c'est un peu la nouveauté de ce deck là, c'est on a mis 2 cylindres de Kélon. Donc le cylindre de Kélon, faut voir ça comme des mini bastions. Quand en flèche on peut donner un boost, donc pour donner un boost c'est cool, et surtout en fait ça génère des boosts aussi, donc c'est un petit permanent qui va un peu synergiser avec le deck et qui va faire l'effet d'un bastion un peu moindre dans le cas où on les pioche pas, parce que peut y arriver d'avoir des games où on pioche pas les bastions, et
J'ai trouvé que Axiom, en fait, quand on pioche pas les bastions, ça peut devenir compliqué. Quand on les pioche très vite, ça devient super facile de win des lanes. Mais voilà, les games où on trouve pas le bastion, le cylindre est là pour compenser. Et je trouve que deux cylindres, ça fait vraiment la différence dans ce deck. Ensuite, en rare, on a l'Augurismir. Donc l'Augurismir, c'est une one drop qui est surstatée en montagne. Comme je vous l'ai dit, la montagne, ça vous gagne. Ça conteste du coup un token de Sigismar, ça conteste n'importe quoi. Et en fait, ce qui est bien avec les one drop, c'est que ça fait un effet après vous. Donc on pose l'augure, on regarde où joue son adversaire et on essaye de passer là où on peut passer. Et quand c'est boosté avec Bastion Bravos, ben c'est cool aussi. Le récupérateur en rare, ça c'est principalement pour l'effet de ravitaillement. Donc il faut savoir qu'il faut qu'on obtienne 5 compteurs en jouant de la réserve. Et du coup, il faut qu'on ait des effets de ravitaillement. Du coup, on joue ça, on le rejoue de la réserve, on gagne un compteur, on met une autre carte en réserve qu'on peut rejouer, on gagne un deuxième compteur, etc. Donc dans le deck, il faut des générateurs de compteurs. Cette carte, on l'a mis en rare parce qu'elle coûte qu'un de la réserve et on veut ravitailler pour pas cher pour activer rapidement ces compteurs. Le Inari, j'en parlerai après, mais on va parler du Dr Frankenstein, aka le F. Alors, de la réserve, c'est une 3-3-3 pour 2 qui ravitaille ou donne un boost si on a des permanents en jeu. Du coup, c'est vraiment une surstat pour un coup pas cher qui peut ravitailler, c'est vraiment fort. Et de temps en temps, si on n'a pas d'autre choix, on peut le jouer de la main, même si 4, ça reste pas trop cher dans notre deck, enfin ça reste beaucoup, mais c'est jouable de la main, mais 90% du temps, 95% du temps, on va essayer de le jouer de la réserve pour les surstats et pour l'effet de la réserve qui est très fort. Et c'est déjà tout pour les rares. Et il y a le Inari. Alors le Inari en one-off, parce qu'on a 2 cylindres, donc il fallait trouver un one-off rare. Cette carte est vraiment polyvalente, je l'aime bien. Parce que pour de la main, on peut la jouer pour 3, c'est 3 de stats. C'est pas le meilleur des 3 drops, mais c'est on-rate. De la réserve, c'est overrate parce que ça ne coûte que 2 pour poser 3-3-3 de stats. Et surtout, l'effet de soutien est vraiment pas mal pour continuer à creuser son deck ou pour activer des compteurs qu'elle ont. Je me souviens d'une game où en fait j'avais 5 de mana, que des 2 drops en réserve, et j'ai décidé de sacrifier l'Inari, donc de faire de son effet de soutien pour espérer top deck une one drop et passer sur une lane. Malheureusement, j'ai trouvé un cylindre de Kielon et du coup je suis pas passé, mais du coup c'était quand même bien parce que j'ai pas perdu mon mana flottant vu que j'avais que des 2 drops à jouer. Le Inari s'est remplacé en cylindre et ça creuse le deck pour trouver ses power cards. Donc ça c'était pour les rares. Pour les communes, je vais parler des sorts en premier. AP, donc AP c'est trop cool quand on est en avance et que on veut continuer à avancer. Ça coûte que 1, donc on peut le faire en fin de tour. Et voilà, on joue et les gens tournent rarement autour de AP. Et on voudra rarement la jouer de la réserve, mais quand elle est en réserve, ça oblige l'adversaire à tourner autour du AP, donc c'est assez cool. Et si vraiment on est en rate de compteur, on peut jouer AP into AP, et du coup pour 3 mana, on a fait un compteur sur ce tour. Si on n'a pas de ravitaillement ou de moyen de ravitailler, on peut, en cas extrême, pour 3 mana, jouer 2 fois AP et ça fait un compteur. Tac, je vais reprendre en partant du bas. La mécanicienne qui est une one drop, donc c'est pas mal. En fait, dans le deck, on veut beaucoup de one et two drop, ce qui fait qu'en main de départ, vous le verrez, je vais essayer de faire des ouvertures à la fin de la vidéo. On aime bien jouer une one cost puis une deux cost. Et donc la mécanicienne, bon, elle a pas de forêt, donc parfois ça nous dessert, mais c'est une 0-1 pour 1 qui a un très bon effet de soutien et juste simplement qui a un effet de soutien. Donc parfois,
Pour plusieurs games, j'ai juste jeté entre guillemets la mécanicienne avec l'effet de soutien juste pour avoir mes compteurs très rapidement. Quand je sens que je suis contre un aggro et qu'il faut absolument générer des compteurs pour avoir son pouvoir au plus vite. Donc avec cette carte, n'hésitez pas à juste faire l'effet de soutien, même s'il n'y a pas de permanent en main, parce que voilà, ça fait un compteur, ça part de la réserve l'après-midi, donc ça fait un compteur. L'élémentaire de Kélon, alors ça, en main de départ, c'est ce qu'on aime bien jouer de la main, parce que ça met une carte en réserve, et du coup, ça peut permettre de générer des compteurs. Et surtout, c'est sur stat en montagne, et aussi en eau. Donc vous mettez ça, dès que vous êtes en montagne, vous mettez ça dans un truc, dans le biome, paf, un de stats en surplus, voire plus s'il y a le bastion, mais non. Ça c'est jouer de la main, on met une carte en réserve, on réactive tout le reste, etc. Donc c'est vraiment cool pour une 2 drop d'avoir des surstats. L'ingénieur, alors l'ingénieur, c'est peut-être la carte que j'aime le moins dans le deck, mais ça fait quand même son effet. Ça reste une 2 drop, ça conteste un token en main de départ, et l'effet de réserve peut être utile si on a le havre en main de départ. Donc ça m'est arrivé dans une game de jouer T1 mécanicienne et l'ingénieur, puis quand j'avais 4 de mana, j'ai fait l'effet de soutien, j'ai rejoué l'ingénieur, du coup mon bastion était gratuit, il me restait 2 de mana, et j'ai ravitaillé un Dr Frankenstein, du coup j'ai posé une 3-3-3, plus j'ai re-ravitaillé, enfin c'était vraiment une très bonne sortie. Donc l'ingénieur, ses stats sont pas dingos, mais son effet peut avoir une très bonne synergie avec le deck. Ada Lovelace, sur stat en montagne, donc Ada Lovelace a posé dès qu'il y a de la montagne, et son effet permet de mettre une carte de sa main en réserve, donc c'est très cool quand on n'a pas encore activé son pouvoir, et surtout vu qu'on a 5 permanents, ça peut faire draw. Donc on n'a pas besoin de la rare qui perd 1 en stade de montagne, je crois, et qui fait obligatoirement draw. Ada, si on ne draw pas avec, ce n'est pas grave, le but c'est de mettre des cartes de la main en réserve, idéalement pour avoir le bastion, ou si on n'a pas le bastion, ou si on n'a pas ses compteurs, pour faire plus de compteurs. Amelia, alors vous allez jamais la jouer de la main. C'est toujours une 2-2-2 pour 1. Donc c'est très très fort. Des surstats encore. Vous remarquerez que quasi toutes nos créatures ont des surstats quelque part. Ou ont un effet de ravitaillement. Et c'est déjà tout. Je vais passer... Ah non, il y a Athéna. Alors Athéna synergise bien dans le deck parce qu'on a beaucoup plus de repères. Et du coup, ça fait une carte qui, si elle n'est pas gérée, on s'essouffle beaucoup moins. Il n'y a pas beaucoup de draw dans le deck, mais bizarrement, pendant le tournoi, je me suis pas trop essoufflé. J'ai pas trouvé que j'ai manqué de draw. J'ai toujours réussi à finir avec quelques cartes en main ou en réserve. Et Athéna aide pas mal dans ce plan de jeu. Et ben, de la réserve, c'est des surstats en montagne encore et en eau. Pour mes uniques, alors moi j'ai pris la décision d'avoir des anti-permanents. Donc ça c'est juste un anti-permanent qui peut éventuellement ravitailler, même si cette unique je l'ai jamais joué, je l'ai gardé en main, mais je l'ai jamais joué parce que c'était trop cher. Cette chroniqueuse Lyra qui aussi gère un permanent, mais surtout qui a des très bonnes stats. La chroniqueuse, en fait les 5 en forêt pour 3 ou pour 4 m'ont déjà fait gagner des games. Et Anansi qui marche pas, mais Anansi grosso modo qui dit je gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve. Non, ça c'est la rare, ça. C'est la rare. Bon, mon Anansi disait je gagne un boost, je peux mettre une carte de ma main en réserve et je gagne un boost par nombre de cartes dans chaque réserve. Et du coup, c'est Anansi, c'est très souvent quelque chose qui gagne 4, 5, voire 6 boosts avec les bastions Bravos. Et donc ça conteste beaucoup de choses. En mirror, contre Fen par exemple, ben, si Fen pose un Anansi, je pose mon Anansi, ça le contexte, ça fait plus de stats que lui, et du coup ça permet de gagner
des lanes et de contest la lane adverse. C'est vraiment très gros body. Si vous en avez plus de cet effet-là, mettez-en. Moi, j'avais peur un peu de Sigismar, des festivals et du Mirror, donc j'ai mis des anti-permanents, mais savoir que c'est un deck qui n'a pas forcément besoin d'avoir des très bonnes uniques pour fonctionner. Donc voilà, c'est aussi peut-être un deck un peu plus budget où il n'y a pas besoin d'investir dans beaucoup d'uniques. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant de passer au mulligan? Le cylindre, alors il faut savoir que le cylindre, ça marche pas comme celui de Bravo, c'est-à-dire qu'on peut juste le tap pour dépenser un compteur et donner un boost à quelqu'un. Donc ce qu'on peut faire, c'est jouer des cartes. L'adversaire passe, et nous, avant de passer, on donne un boost pour gagner des lanes. Si donner un boost ça sert à rien, on régénère des compteurs, et du coup, ça fait qu'on a beaucoup plus d'utilisation du cylindre. Mais voilà, les adversaires qui sont obligés de tourner autour du cylindre, c'est assez embêtant. J'ai déjà fait des games où j'avais 2 cylindres sur le board, il avait une 4-4-4 sur une lane, j'ai posé une Amelia 2-2-2 et je savais que sur un malentendu, je pouvais égaliser sur l'Amelia ou essayer de passer de l'autre côté, etc. Ce qui peut se remplacer dans le deck, je dirais, c'est principalement Inari, peut-être rajouter un peu plus de removal, mais voilà, faut faire gaffe aux sorts parce qu'on n'a pas envie de les ravitailler et faut faire gaffe à la curve parce que on peut être assez confiant quand on ravitaille d'avoir une one drop ou une two drop, donc après faut faire les calculs, mais voilà, si on a 2 flottants on peut ravitailler sereinement et être quasi sûr qu'on peut jouer la carte qu'on a ravitaillée. Je vous propose maintenant d'essayer de faire des mulligans en début de game. Donc c'est pas mon dernier deck, donc je remulligan s'il y a besoin, mais voilà une main intéressante de départ. En fonction de ce qu'on affronte en face, on a plusieurs possibilités. On a le combo élémentaire Amelia. Donc pour 2 de mana, on fait une 1-3-3, puis une 2-2-2 fugace avec un compteur. Donc on a déjà généré un compteur T0. Évidemment, on garde le havre, faut jamais le mettre en encre. Même si vous en avez déjà 2 sur le board, faut jamais le mettre en encre. Ici, le Dr. Frankenstein arrive un peu trop tôt, donc ça sera sûrement le premier truc qu'on met en encre. Mais voilà, on a d'autres options. On a aussi l'ingénieur et la mécanicienne pour poser le havre gratuitement. Donc on fait ingénieur sur une lane, mécanicienne sur l'autre, puis au tour suivant, on défausse la mécanicienne, on joue l'ingénieur, le havre est gratuit, il ravitaille une 2 cost ou une 1 cost qu'on pourra jouer. Voilà, vous voyez un peu la polyvalence des choses. Donc ça, c'est si on n'a pas trop besoin de contest des stats et qu'on sait qu'on peut passer sur les 2 lanes, on va prendre ce play là. Si par exemple il y a un Kojo en face, on sait qu'on va pouvoir faire ça pour avancer dans la même lane que le Kojo et avoir l'Amelia de l'autre côté. Mais voilà, un exemple de play c'est ça T1. Ça, on le met en mana. C'est la réserve ça? Bon, tant pis. Tant pis. Ensuite, comment on passe? Ça c'est en réserve. Attendez, ça c'est en mana. On pioche 2. On joue ces 2 cartes et on met 2 bastions. Vous voyez, on met ça en mana. On discarde ça. On joue ça. On joue le bastion qui ravitaille. Si on a besoin de passer, on passe. Sinon, on pose le deuxième bastion. On re-ravitaille. Et là, on a déjà un compteur. Un compteur qui est long. Et là, toutes nos créas ont 2-2-2, ça devient horrible pour l'adversaire, enfin c'est très très fort. Je vais réessayer un nouveau mulligan. Alors ça, ça c'est plus dans mon deck. Il y a des cartes qui sont pas dans mon deck. Voilà, bon. Nouveau mulligan, je vais réfléchir un petit peu. Bon ça, on va essayer de garder et un tout drop. Athéna, c'est trop cher, on va en défausse. Amelia, c'est trop cher, on va en défausse. Donc notre choix se porte là-dessus. Et je pense que je préférerais avoir plus d'ADA que d'ingénieur parce que l'effet de la réserve
nous aide à avoir des compteurs et surtout ça a plus de stats en montagne et du coup ça permet de passer plus facilement. Donc un tour 1 serait ça là et ça là. Et ensuite on passe. Ça c'est l'unique, on va dire qu'on va la mettre en mana. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Ada qui met Ada. Puis Ada qui met ça. On a généré 2 compteurs, on a 2 trucs qui sont en place pour le prochain tour. On peut faire une one cost et ravitailler. Qu'est-ce que j'aurais ravitaillé? Un AP. Ouais, j'étais sur AP rare à l'époque, mais bon, AP c'est les cartes qu'on veut pas ravitailler. Mais voilà. Vous avez quelques exemples de ce qu'on peut faire en début de game pour prendre l'avantage et essayer de maintenir cet avantage. Donc, comme c'est un deck aggro, on va essayer de gagner 2 lanes T0, puis après, en ayant 1 d'avance. Par exemple, je sais pas, il y a Kojo en face. Non, je peux pas avancer l'adversaire, mais il y a un Kojo en face qui avance. On sait qu'on a un d'avance, on veut absolument gagner une des 2 lanes à chaque fois pour avoir l'avantage et finir la game. Voilà pour la deck tech. Du coup, pour revenir au tournoi, moi j'ai fait 2 défaites contre 2 Waru, une défaite contre un Sigismar, mais j'ai gagné le reste. Donc le deck est quand même très fort dans cette méta. Si vous n'avez pas peur de perdre contre des Waru, jouez ce deck, il est vraiment très cool. Je remets un peu de musique et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oh, without you now, this is what it feels like.